Virginie occidentale, fin de l'automne 1873. Dans les Appalaches, chacun savait quoi faire à l'approche du froid. Couper du bois, l'empiler près de la maison, et espérer qu'il sèche à temps. C'était le seul moyen de survivre dans cette région cernée de montagnes et de silence. Il en a toujours été ainsi. Clara Whitmore a fait le contraire. Tandis que les autres construisaient des remparts de bois autour de leur cabane, la sienne semblait abandonnée. Pas de bûches, pas de bruit de hache, seulement le bruissement des feuilles mortes et le sol rocailleux d'une pente derrière la maison. Elle avait 21 ans. Elle vivait seule. Et là-bas, l'hiver n'épargnait personne. Certains ont dit que c'était de la stupidité. D'autres, l'entêtement. Mais tout le monde était d'accord sur un point. Une fille seule ne peut pas survivre à un hiver dans les Appalaches. Le problème a commencé avec les premières neiges, et la fumée n'arrêtait pas de s'échapper de la cheminée de Clara. Alors que le gel recouvrait toutes les autres maisons, la sienne restait chaude, et personne ne pouvait expliquer comment. Dans cette région montagneuse, le froid n'était pas une saison, c'était une sentence. Quiconque se trompait dans ses calculs de bois de chauffage en payait le prix fort. Ses os gelaient de l'intérieur. Tandis que les hommes peinaient à abattre les arbres, que les femmes comptaient les bûches et que les enfants apprenaient très tôt la valeur d'un tronc sec, Clara faisait exception, isolée, silencieuse, expulsée de la cabane de son beau-père en septembre dernier, avec seulement $18 et un avertissement silencieux. Pars avant que le froid ne te coûte plus cher que ta présence. 2 kilomètres après le dernier chalet, Clara trouva un terrain dont personne d'autre ne voulait, en pente, rocailleux et infertile. Mais pour elle, c'était un refuge. Elle a construit toute seule une petite cabane fonctionnelle, où chaque planche semblait dire « Je ne suis pas là pour le confort mais pour résister ». Le voisinage, habitué à juger en silence, attendait la chute. « Elle va avoir besoin d'aide », ont-ils dit. « Soit vous apprendrez à vos dépens », répondirent-ils. Mais ce n'est pas la cabane qui a attiré leur attention. C'était la pièce manquante. Pas besoin de bois de chauffage. Bien que plusieurs aient vu Clara traîner des bûches en bas de la colline, elles ont disparu. Plus aucun bruit, plus aucun empilement, plus aucune odeur de bois vert séchant. C'est simplement la terre qui est perturbée. Peu de gens ont remarqué ce détail. Un trou qui apparaissait derrière la maison. Un tunnel. Enterré du bois, il finira par être malade et dans l'obscurité. Mais Clara creusait. Des journées entières. Pour chaque parcelle de terre, il se souvenait des explications de son père, un vieux mineur de la région de Prague, qui disait que le soleil et le terrain pouvaient faire circuler l'air, si l'on respectait la terre. Elle se souvenait non pas avec nostalgie, mais avec précision. Il a construit un tunnel, étroit, renforcé par des poutres. Il construisit une cheminée verticale, tapissée de planches, et alluma un petit feu. L'air s'éleva. Ça a marché. Pendant ce temps, les voisins ne pouvaient qu'assister, impuissants, à la disparition des arbres et à la transformation du flanc de la colline. Et le froid s'intensifiait. 3 femmes ont frappé à sa porte en novembre. « Nous n'avons vu aucun bois de chauffage », dit l'un d'eux. « C'est sans danger », répondit Clara en désignant la colline. Silence. Méfiance. Adieu. La semaine suivante, la neige est tombée sans discontinuer. Le tunnel de Clara contenait désormais des rangées de bûches empilées sur des supports de fortune. Le courant d'air séchait lentement l'intérieur. Elle a été testée au cours de la 3e semaine de décembre. Bûches plus légères, moins d'odeur, fendues en 2, brûlées, flammes propres. Ça a marché. Alors que ses voisins peinaient avec du bois de chauffage humide et une épaisse fumée, Clara utilisait du bois qui brûlait facilement, ne laissant presque aucune trace. Et lorsque janvier arriva avec un froid glacial de 30 degrés, sa cabine resta chaude, silencieuse. La cheminée est allumée, peu de fumée, et le mystère s'épaissit. Comment fait-elle? Ce n'est pas du bois normal? Où cache-t-elle tout ça? Personne ne le savait. Mais une chose était certaine, Clara Whitmore n'avait pas froid, et le pire hiver depuis des années ne faisait que commencer. La forêt a gelé de l'intérieur. Elisa était isolée, mais elle était prête. Le 3e jour de la tempête de neige, elle entendit frapper à la porte. Point bas, irrégulier, bagarre. Il s'est ouvert. Un garçon, 14 ans peut-être, joues violettes. Je retiens mon souffle. Ma sœur, elle, dit-il en désignant derrière lui, incapable de terminer sa phrase. Elisa a mis ses bottes. Il ramassa le manteau de fourrure. Et il est parti. 200 mètres plus loin, la maison des Patterson était plongée dans l'obscurité. À l'intérieur, un groupe était rassemblé autour d'une cheminée presque éteinte, fumée épaisse.
larmes retenues. Une fillette de 7 ans tremblait, le regard absent. Elisa n'a rien dit. Il s'est approché de la cheminée. Il observait le feu. Il toucha le bois de chauffage. Vert, froid à l'intérieur. Pas de véritable chaleur. Il retourna vers la porte. Il s'est éteint. Et il réapparut 20 minutes plus tard avec 6 bûches. Secs, Clara. Ceux-là même dont personne ne comprenait d'où ils venaient. Il n'a pas donné d'explication. Il l'a simplement posé sur la cheminée. Les flammes ont bougé. Rapides, firmes. La vraie chaleur est de retour. La jeune fille respirait plus facilement. Le père n'a pas dit merci. Il baissa simplement la tête. Le lendemain matin, la rumeur se répandit. Elisa avait du bois de chauffage sec, dans un tunnel. Était-ce vrai? Heinrich Brandt décida d'aller voir par lui-même. Un homme robuste, propriétaire du magasin et fierté de la région, a parcouru 3 kilomètres à pied dans la neige jusqu'à sa cabane. Il a failli tomber 2 fois. Le froid lui coupait la barbe comme un couteau. Il est arrivé. Il tremblait. Il a demandé à entrer. Elisa ouvrit la porte. La cabine était chaude. En vérité, il regarda le feu. Ensuite, placez-le dans la pile à côté. Bois sec. Parfait. Sans fumée. Aucun craquement. Qu'u es-tu? Elle a pointé du doigt. Heinrich suivit. Il a fait le tour de la maison. Il aperçut l'entrée sur le flanc de la colline. Quasiment invisible. Il entra. Ça s'est arrêté. Le tunnel était réel. Doublé de bois. Écurie. Sec. Et là, des tas de bois. Plus secs que tous ceux que vous avez en réserve. C'est impossible, murmura-t-il. Elisa a expliqué. Faible. Calme. Circulation de l'air. Pente. Température constante. 6 semaines de convalescence. Il toucha une bûche. Il le tapota du bout des doigts. Je suis papa. Sec. D'accord. Où as-tu appris ça? Mon père. En Tchécoslovaquie. Heinrich regarda de nouveau. Et il comprit. Elle avait accompli, toute seule, ce qu'aucun homme présent n'avait jamais imaginé. Un système a été créé qui ne ressemblait à rien de particulier. Mais cela a sauvé des vies. Le 5 a apporté des vents encore plus forts. Les maisons qui avaient résisté au froid commencèrent à s'effondrer de l'intérieur. Murs humides. Les poêles s'éteignent. Des familles entières brûlent de vieux meubles pour survivre. C'est alors qu'Elisa réalisa que ce qu'elle avait construit ne lui appartenait pas seulement. Avant midi, on frappe à nouveau à la porte, puis un autre, et un autre, tout le monde avec la même demande. Ou presque. Avez-vous du bois de chauffage? Juste quelques bûches? Juste pour aujourd'hui? Juste pour ce soir? Elisa n'a pas répondu par des mots. Il prenait simplement son manteau, enfilait ses bottes et descendait vers le tunnel. Il revenait les bras chargés de bûches. Livraison. Il referma la porte. Le 4e jour, la trace de pas dans la neige entre la cabane et le tunnel était devenue un chemin bien tracé. Il y avait des parents, des enfants, même des personnes âgées, qui arrivaient en silence, bravant le froid, avec des traîneaux de fortune, transportant des troncs d'arbres qui séchèrent dans un tunnel dont personne ne croyait l'existence. Elisa n'a jamais facturé. Je n'ai jamais choisi. Il a simplement pointé du doigt. Et il regarda. L'apparition d'Elsa Brandt n'a surpris personne. Elle s'est arrêtée à l'entrée du tunnel. Il regarda autour de lui. Il effleura le bois du bout des doigts. Après un long silence, il a dit « Je vous avais dit que ça allait pourrir ». Elisa n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Elsa ramassa 6 bûches. Il est rentré chez lui. Peu à peu, les conversations ont changé. Sa cabine n'était pas vide. Elle resta silencieuse. Le tunnel a commencé à accueillir des gens venant de plus loin. Des familles qui n'avaient jamais parlé à Elisa. Des hommes qui s'étaient moqués d'elle 2 mois plus tôt. Désormais, tout le monde voyait ce qu'il était réellement. Un système. Fonctionnel, efficace, simple et impensable jusqu'à ce que quelqu'un le fasse en premier. En une semaine, plus de 40 personnes ont emprunté le tunnel. Elisa a continué à couper, remplacer et faire tourner les lots. Tandis que le tunnel respirait, le village recommença à se réchauffer. Heinrich est revenu. Cette fois, avec un carnet. Je veux apprendre. Pourquoi? Je veux en construire un dans l'entrepôt. À vendre? Heinrich hésita. Et pour ne pas refaire la même erreur, Elisa dessina sur le sol. Il a expliqué les angles, les flux, l'importance de l'air, et pas seulement du bois. Heinrich a entendu. Il l'a écrit. Voulez-vous être payé? Demanda-t-il. Non. Pourquoi? Parce que mon père m'a enseigné gratuitement. La tempête s'est terminée le 27 janvier. Le soleil paraissait faible, sans chaleur. Mais pour la première fois en 8 jours, le ciel était visible. La neige cependant persistait. Les routes étaient bloquées.
Les maisons étaient recouvertes. Les réserves de bois de chauffage sont épuisées. Dans la rue principale, les familles marchaient le dos courbé, comme si le froid avait laissé une marque indélébile sur leurs os. Une seule maison restait régulièrement chauffée. Il n'y avait pas de bois de chauffage en vue dans la cabane. La rumeur est devenue une certitude. Ce qu'elle a construit nous a sauvés. Un tunnel que personne ne voulait voir. Une femme que personne n'écoutait. Durant la première semaine suivant la tempête de neige, Elisa a reçu des visiteurs tous les jours. Non pas par des demandes, mais par des silences. Les hommes laissaient des petits sacs de farine à l'entrée. Des femmes ont déposé des peaux d'animaux cousus ensemble sur le rebord de la fenêtre. Les enfants venaient nous faire signe et repartaient en courant. Personne n'a demandé pardon. Personne n'avait besoin de ça. Le geste suffisait. Même Elsa Brandt est revenue. Cette fois seule, sans mes amis, sans la même attitude qu'auparavant. Elle resta immobile devant la porte, des mains gantées tenant quelque chose d'emballé. Elisa l'ouvrit. Je n'ai rien dit. Elsa tendit le paquet. C'était une hache. Nouveau. Brillance récente. Terrain ferme. Je ne sais pas si vous en avez besoin d'un autre, dit-il. Mais je pensais que ça devait venir d'ici. Elisa l'a reçu. Il hocha la tête. Il ferma lentement la porte. Pas un mot sur Novembre. Aucune déclaration concernant une erreur. La vérité avait déjà été révélée par ses pieds lorsqu'Elsa pénétra pour la première fois dans ce tunnel. La semaine suivante, Hinrich apporta une carte. Il a marqué les parcelles de terrain voisines présentant une pente similaire. Je veux construire 3 tunnels. Pouvez-vous me montrer comment? Elisa marchait à ses côtés. Il m'a montré le type de sol, la direction du vent, où ouvrir, où ne pas toucher. Hinrich a tout noté. Avec l'humilité de quelqu'un qui a conscience de l'ampleur de son erreur. Vous devriez faire payer ça, a-t-il dit. Elisa n'a pas répondu. Au printemps, les tunnels ont commencé à être creusés. Celui qui se trouvait dans la cabine continuait de fonctionner. Elle approvisionnait désormais moins de familles, mais elle continuait de tourner, le bois entrant et sortant comme un organisme. Elisa n'a jamais déménagé. Il n'a jamais clôturé le terrain. Il n'a jamais affiché de panneaux. Mais tout le monde savait où elle habitait. Et qu'y avait-il? Dans les années qui suivirent, les tunnels se multiplièrent. 3 personnes dans le village. Un dans l'entrepôt de Hinrich. Un autre, plus au sud, construit par un homme qui n'en avait que entendu parler. Tout cela selon les instructions d'Elisa. Aucun document écrit. Je viens de parler, illustré par des gestes, avec des mesures prises à l'aide de son propre marchepied. Le bois de chauffage provenant de ces tunnels était connu sous le nom de vrai bois sec. Ça a brûlé davantage. J'ai fumé moins. Bonjour. Les gens ont payé plus cher pour ça, et ils ont demandé comment c'était possible. La réponse revenait toujours à la même femme. Elisa, celle de la cabane, c'est elle qui nous a tout appris. Il n'y avait aucun panneau, même pas des hommages, mais cela ne faisait aucun doute non plus. L'hiver suivant, plus personne ne doutait de l'existence du tunnel. Au contraire, nombreux sont ceux qui ont tenté de le reproduire. Certaines personnes ont commis des erreurs. Ils ont oublié la pente. Ils bloquaient la circulation de l'air. Ils retournaient auprès d'Elisa. Le mien ne fonctionne pas. Tu as creusé trop haut. Le tunnel a besoin de respirer. Les réponses étaient simples, mais jamais secs. Elisa n'enseignait pas avec arrogance. Il enseignait avec la simple volonté de faire en sorte que personne d'autre ne meure de froid par ignorance. À 24 ans, elle s'est mariée, avec un homme qui travaillait le bois, silencieuse tout comme elle, qui un jour traversa toute la forêt juste pour voir de ses propres yeux la femme dans le tunnel. Il n'a pas posé la question. Il était le seul à rester. Ensemble, ils ont agrandi la structure. Ils ont construit 2 autres tunnels. Ils ont élevé un enfant. Enseigné de la même manière. Pas de discours. Tu n'as qu'à le faire. Elisa décéda en 1931 à l'âge de 79 ans. Le corps était étendu dans la cabine même. Il n'y avait pas de place pour tout le monde. La file d'attente s'étendait jusqu'au début du sentier. Certains ont laissé du bois de chauffage sec près de la porte. D'autres ont reçu un morceau de bois sur lequel son nom était gravé. Personne ne parlait fort. Le tunnel existe toujours. Plus d'1 siècle plus tard, il est toujours là. Le toit est solide. Les murs sont intacts. La terre tout autour, respirant comme au premier hiver. Quand on a demandé à son petit-fils pourquoi il n'avait jamais vendu le terrain, il a simplement répondu « Parce que la colline sait encore ce qu'elle a à faire. Parfois, ce qui ressemble à une erreur n'est en réalité qu'une connaissance mal placée. Parfois, ceux qui semblent mal préparés font simplement quelque chose que personne d'autre ne se souvient comment faire. Elisa n'a battu personne. Il n'a surpassé personne. Elle vient de s'en souvenir. Il se souvenait de ce que son père lui avait appris.
ce que le froid exige, de ce que la terre offre, et il creusa là où les autres s'étaient accumulés. Car au final, survivre ne consiste pas toujours à faire le plus de bruit possible. Parfois, il suffit de construire un tunnel là où tout le monde s'attend à trouver un tas de batteries, et attendez en silence, jusqu'à ce que l'hiver prouve qui avait raison.